Bonjour Monsieur le Président. Je voulais vous demander votre réaction sur l'affaire Sable Mining qui met en cause notamment votre fils. Vous l'avez donné. Une enquête va être ouverte, donc puis-je vous demander quand ? Et juste à la suite de cette réaction, vous avez parlé du projet du Mont Simandou, le gros projet de 20 milliards de dollars qui est aujourd'hui gelé. Rio Tinto se désintéresse du projet, il supprime 800 postes. Je voudrais savoir comment et quand l'État guinéen compte relancer ce projet qui devait, vous le disiez vous-même en 2014, amorcer le développement du pays. Merci Monsieur le Président. Les critiques que le président Kagame fait à la France justement, c'est que le juge, on l'a autorisé à aller à Kigali, il a fait toutes les enquêtes, mais ce que je dis, ce n'est pas publié. Alors, nous avons engagé la justice, demandé à la justice d'ouvrir des enquêtes, et on laisse la justice travailler. Mais je n'accepte pas que les questions que vous ne posez pas aux dirigeants français, vous les posez en Guinée. Moi, j'ai vécu en France, et il y a des procès ouverts, il y a plusieurs procès qui sont ouverts, qui concernent les hommes politiques ou les hommes d'affaires, mais aucun ne se demande combien de temps ce projet va durer. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes en Guinée, vous pouvez vous permettre. Il n'y a pas deux mesures. Ce qu'on ne demande pas à la France, on ne va pas demander à la Guinée. Et donc, moi, j'ai aucun problème pour ça. D'autre part, on laisse la justice travailler. Bon, et quand finissons, la justice est indépendante. Moi, j'ai aucun problème. Je sais que mon fils n'a rien à voir. On peut dire ce qu'on veut. Si moi, je voulais être corrompu, je l'ai resté déjà très longtemps d'ailleurs, si j'avais été de communiste, que je n'aime pas l'argent. Mais il faut que les gens sachent. Je n'accepterai pas que les journalistes occidentaux, ceux qui ne font pas chez eux, qui fassent ça en Afrique. Ça, on commence à en avoir assez. Est-ce que vous allez poser la question à Hollande pour savoir, la justice indépendante en France, vous allez poser la question à Hollande de savoir le procès qui est ouvert contre Sarkozy, ça va finir quand? Madame, respectez un peu les États, quand même. Question que vous ne posez pas à vos présidents, pourquoi vous ne la posez? Vous allez poser cette question à Hollande? Moi, j'ai fait toutes mes études en France, j'ai vécu là-bas. Ce que vous ne demandez pas au chef d'État français, pourquoi je demande au chef d'État africain? Non. De toute façon, ça, moi, franchement, je n'accepterai pas. La Guinée est un pays indépendant, tout le monde a sa souveraineté. Je n'accepterai pas qu'un journaliste anglais, la question qu'il ne pose pas à Cameroun, qui vient de me poser. Allez, quand vous allez poser la question à Hollande, je vous répondrai aussi. Merci. Je voudrais poser une question sur le sport. Aujourd'hui, dans les médias et sur les réseaux sociaux, on parle d'un contrat de bail du stade de Nongo, un contrat, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux et dans la presse guinéenne, de 33 ans. Comme le ministère n'a pas communiqué là-dessus, et la personne qui est citée dans ce contrat, notamment M. Antonio Soare de Guinée Games, ne s'est pas prononcé sur la question, est-ce que Sékou Touré a informé de ce contrat? Comme je viens de le dire, d'avancer. Donc, de confier la gestion du stade à un privé. Maintenant, je ne peux pas vous dire la durée parce que je crois que ça n'a pas encore signé. Dire 30 ans, ça c'est vous qui dites ça. Mais le principe de confier à un privé guinéen la gestion, et pas seulement de Nongo et d'ailleurs, c'est-à-dire, nous n'allons plus faire l'État seul. Nous voulons organiser la Coupe d'Afrique, je crois que c'est en 2000, je ne sais plus combien. Il faut qu'on fasse des grands stades partout. Mais pourquoi voulez-vous que l'État, à partir du moment où il y a des privés qui peuvent... C'est-à-dire, nous sommes en train de créer des champions. C'est-à-dire des hommes d'affaires qui peuvent investir et dans tous les secteurs. Pourquoi voulez-vous qu'on continue une politique ultranationaliste, que l'État fasse tout, alors qu'on peut faire avec les partenaires? Si on a des partenaires, au lieu de faire 3, ça on peut faire 10. Donc systématiquement, nous allons développer le partenariat public-privé. Donc ne soyez pas surpris que demain, vous voyez des privés. Moi, je suis réaliste. Pour le moment, les Guinéens ne peuvent pas gérer l'électricité. Ils ne peuvent pas gérer l'eau. Ils ne peuvent pas gérer le transport public. Donc quand tu vois, il faut tirer les leçons. Donc, j'ai fait venir un partenaire, Veolia, on a fait un appel d'offres. C'est Veolia aujourd'hui qui gère l'électricité. Demain, on fera venir notre partenaire. Votre nationalisme 3, là, je m'en fous. Sincèrement. Moi, aussi, il me paraît que la Guinée avance. Parce que les Guinéens, ils n'aiment pas. Ton ami, mon ami, quand on était au Parlement, quand je disais en Côte d'Ivoire, non, il faut comparer la Guinée à la Guinée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, comparer la Guinée à la Guinée? Ça veut dire quoi? C'est ça votre mentalité. Moi, je m'en fous. Quand vous n'êtes pas capable de gérer un secteur, je fais venir des étrangers pour gérer, jusqu'à ce qu'ils forment des jeunes cadres qui vont prendre la relève. Il faut que le pays avance. Donc, nous allons associer des privés. Antonio, allez voir ce qu'il a fait à Dubreka. Il a fait l'académie. Allez voir son investissement à Dubreka. Quand nous avons des Guinéens qui peuvent participer à mettre des stades, pourquoi voulez-vous que je ne les utilise pas? Maintenant, c'est vous qui inventez 33 ans, je ne sais pas quoi. Pour le moment, je ne sais pas, puisqu'on ne nous a pas encore amené, le ministre des Sports ne nous a pas encore amené le contrat.
Mais le principe de gestion privée, c'est une décision publique-privée. Parce que nous n'avons pas assez de cadres actuellement compétents et honnêtes et intègres pour gérer. Dans ce cas, quand on a commencé à mettre des compteurs prépayés, les gens commencent à voir que c'est bien. C'est les cadres de l'EDG qui ont dit « Ah, il ne faut pas accepter. » Pourquoi? Parce qu'ils volent des câbles, et ils viennent te voir, au lieu de payer 100 000 francs, donne-moi 50 000 francs, etc. Et comment voulez-vous que ça avance? Ils volent les carburants, ils volent les pièces détachées, et les gens ne payent pas, ils vont les vendre, etc. Ils font des blanchiments clandestins, etc. Comment voulez-vous qu'on combatte tout ça? C'est la même chose. Des gens sont habitués à ça pendant des années. Comment ils peuvent changer? Au moins, si je ne peux pas mettre des policiers français, mais au moins je peux mettre un gestionnaire français ou américain à IDG. Mais pour des raisons de souveraineté, je ne peux pas mettre un policier français ou un gendarme français. Moi, en ce qui concerne la gestion, je n'ai aucun problème. Désormais, on va associer le privé guinéen ou étranger à la gestion du pays. C'est clair et net. Donc, Antonio, on signera avec lui pour gérer le stade de Nongo. Et s'il y a d'autres qui veulent gérer d'autres stades, on signera avec eux. C'est que ça soit très clair. Monsieur le Président, pour la construction du barrage de Kaletsa, les sources de financement ont été clairement annoncées et connues. Mais pour le barrage de Swapiti, nous nous demandons comment le financement sera réuni et pouvez-vous nous dire ou nous éclairer par rapport à ces points? Qui finance concrètement ce barrage dont la première pierre a déjà été posée? Ma deuxième question, Monsieur le Président, vous avez dû répondre, mais concrètement, qu'est-ce que cela vous fait en tant que Président de la République que le nom de votre fils soit cité le plus souvent dans les affaires qui souvent sont caractérisées de corruption? Je vous remercie. 3. Il y a le financement sur prêt Exim Bank. À peu près, ça sera 900 millions. Ensuite, il y a Equities, c'est-à-dire les 400 à 500 millions qui restent. Une partie va être financée par le gouvernement guinéen et une partie par Equities, par des sociétés. Il y a une société américaine, il y a Abu Dhabi, il y a la SFI de la Banque mondiale. Et aussi, nous sommes en train de revoir, c'est-à-dire mon objectif, c'est que l'État produise l'énergie, mais qu'il ne distribue pas, et que ce soit le privé qui distribue. Parce que l'utilisation avec l'État, ça pose trop de problèmes. Donc, Swapiti, nous sommes en train de revoir aussi le Kaleta pour voir comment Kaleta peut être géré par tout ceci et une partie remboursée à l'État qui va permettre à l'État de payer sa part dans le cutis. Donc, c'est transparent. Là aussi, je pense que le ministre de l'Énergie peut venir faire une conférence. Rien n'est caché en Guinée. Tout est transparent. Le paiement de Swapiti. Bon, on vous dit, vous savez, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas très bien le problème d'énergie. On a fait des erreurs. Je n'aurais jamais dû acheter des groupes. Je le dis, utiliser l'argent à faire le transport et la distribution. Parce que, normalement, dans la distribution, on perd 1 à 2%. En Guinée, on paye jusqu'à 40%. Donc, on a acheté 2 groupes. Mais là aussi, ils m'ont roulé parce que quand on a acheté 2 groupes, on devait acheter un groupe, on livre le groupe après. Mais les premiers 50 MW qu'on m'a livré, il n'y avait pas les cellules, etc. Donc, c'est comme si vous me livrez un camion sans roue. Et Abu Dhabi avait décidé de nous payer le deuxième groupe. Ils se sont engagés à mener le deuxième groupe alors que j'étais contre. Et conséquent, on a eu 100 MW qu'on ne pouvait pas mettre sur le réseau. On est en vente, mais ça a coûté 100 millions, 120 millions de dollars. Aujourd'hui, on les a. Et EDG les a laissés dehors avec les intempéries. Enfin, oui, l'irresponsabilité des Guinéens, c'est rester dehors. Comment on peut acheter des groupes neufs et s'en reste dehors? Ce qui fait qu'on a été obligé, avec une autre nouvelle société, de revoir l'enterrement pour changer les pièces qu'il faut changer et les rendre opérationnels. C'est pourquoi aujourd'hui, les 5 MW qui appartiennent à l'État sont prêts. Et aussi, sur le financement BID, nous allons rénover Tombeau 5 dans quelques jours et Tombeau 3 aussi va être rénové. Donc, nos propres groupes, en dehors de ce que nous avons acheté, nous allons rénover nos propres groupes. Ce qui fait qu'on n'aura plus besoin de louer, c'est-à-dire de demander à des entreprises de nous vendre. Mais l'erreur, ça a été qu'on aurait dû consacrer cet argent, laisser les privés fournir, agriculteurs d'autres fournir le courant et les EDG achètent, et nous on utilise l'argent de l'État à faire Les câbles à Conakry n'ont pas été changés depuis 40 ans. Mais vous savez très bien que les câbles sont sur les 40 ans, ils pourrissent. Ensuite, la distribution est très mal faite. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est le dispatching, la distribution du transport. En dehors des barrages, on ne fera plus jamais de centrales thermiques. Mais des barrages, pour les centrales thermiques, il faut acheter du carburant. Vous ne savez pas. Avant, vous avez du courant 2 ou 3 heures. Mais vous avez du courant 24 heures. Vous savez ce que ça fait comme consommation de gasoil? Il faut que les Guinéens changent. Vous laissez la lumière toute la journée. Vous laissez les choses tourner. Parce que vous ne payez pas, mais tout le monde va payer.
On va mettre des compteurs prépayés, ça va vous discipliner. D'avoir des compteurs prépayés, vous allez vous-même contrôler votre consommation. Vous laissez les lumières toute la journée. Vous laissez tout. Non, il faut maintenant discipliner. Et on ne va pas regarder. Bon, la Côte d'Ivoire, il devait augmenter de 10%. Il y a eu des erreurs, mais ils augmentent quand même de 10%. Vous prenez l'Arabie Saoudite, premier producteur de pétrole de monde, il vient de tripler le prix à consommateur. Le Nigeria vient d'augmenter de 67%. Pourtant, c'est des pays producteurs. Nous, on n'est pas producteurs. Donc, il n'y a rien qui ne peut pas être expliqué dans le financement de Swapiti. Mais on a tiré des leçons. On a fait le bras de Kaleta seul, ce qui n'est pas non plus, au point de vue économique, n'est pas la meilleure solution. Alors que vous pouvez avoir des partenaires privés. Si vous avez des partenaires privés, au lieu de faire un bras, vous pouvez faire 3, 4. Donc l'erreur, c'était un peu cette vision un peu trop nationaliste que j'avais. Et avec méfiance à l'égard du privé, c'est qu'un terme de mes bagarres avec les Syriens. Mais il faut que chacun évolue. Vous aussi, vous reconnaissez que votre histoire de l'entreprise privée, c'est faux. L'État doit intervenir dans l'économie. L'État doit créer des usines, doit participer. Donc, mais ni le privé n'est pas meilleur que l'État, l'État n'est pas meilleur que le privé, on doit travailler ensemble. Donc, chacun de nous a été obligé de faire un pas. Vous n'avez pas eu raison sur moi, je n'ai pas eu raison sur vous. Chacun de nous bon, donc c'est pourquoi nous développons le partenariat public-privé. Oui. Monsieur le Président, tout récemment, vous étiez au Rwanda et vous avez assisté au forum là-bas. Vous avez parlé tout de suite encore de technologie rwandaise. Moi, j'aimerais savoir, parce qu'il y a longtemps, nous avons parlé de fibre optique ici. Jusqu'à présent, on a assez de peine de se connecter. Fibre optique, ici en Guinée. Bon, il paraît qu'on a là ici, mais on a assez de problèmes de se connecter. Même si vous voulez connecter, vous avez des problèmes. Mais attendez, on a commencé à poser la fibre optique. 4000 km de fibre optique. Mais faudrait-il attendre que la fibre optique, maintenant on est à 150 km, attendez, comment voulez-vous que la fibre optique n'ait pas fini d'être posée et que vous voulez qu'il soit déjà opérationnel? J'en viens, Monsieur le Président, j'en viens. Oui. Donc, attendez, pourquoi je dis ça, Monsieur le Président? Parce que moi, nous voulons l'assurance, parce que vous avez appris beaucoup de choses même au Rwanda. Que comptez-vous faire maintenant ici pour améliorer notre système de connexion, notre système de télécommunication ici en Guinée? Nous avons Soutelgui, il y a très longtemps Soutelgui, jusqu'à présent n'est pas fonctionnel. Mais qu'est-ce que comptez-vous faire maintenant pour nous aider au moins à avoir une très bonne connexion ici, interconnexion, Ariba, Orange, sans problème? Je vous remercie, Monsieur le Président. Si vous connaissez ces problèmes, vous devez savoir que pour l'améliorer, il faut la fibre optique. Ça, au moins, c'est le minimum. Le Rwanda a déjà des fibres optiques sur son territoire. Je vous fais remarquer qu'avant que j'arrive au pouvoir, même le câble sous-marin n'avait pas atterri en Guinée. Mais là, vous ne vous êtes pas posé la question. Vous étiez ça, il n'y avait même pas de câble sous-marin. C'est quand je suis arrivé que le câble sous-marin a atterri. Comment voulez-vous améliorer quand il n'y a même pas de câble sous-marin? Que le câble sous-marin a atterri. Hein? Qu'on a maintenant commencé, quand je suis arrivé, une puce, c'était 1 million. Et il fallait courir pour le trouver. Aujourd'hui, quand je suis arrivé, il y avait à peine, même pas 20% du territoire qui était couvert. Aujourd'hui, vous avez plus de 90 ou 95% qui est couvert. Ensuite, l'Internet, c'était un rêve. Aujourd'hui, quand même, non. Donc, attendez, au moins, nous allons faire 4000 km de fibre optique avec Huawei et ils ont commencé à poser. Nous avons arrêté parce que nous avons l'expérience de la Côte d'Ivoire où le travail était mal fait, ils ont tout recommencer. Donc, les 80 premiers mètres qu'ils ont fait, on a arrêté, on les a obligés à recommencer, les 80 premiers kilomètres. Et nous avons exigé qu'ils achètent le câble en Guinée. Parce que le câble qu'ils ont acheté en Inde, Ashok peut faire exactement la même chose. Donc, on a créé un cabinet international qui a fait le contrôle de ce que Ashok produit. Et c'est exactement la chose qu'en Inde. On a dit donc, vous n'achèterez pas les câbles là-bas, mais nous positionnons nos industries. S'il y a une usine de ciment ici, on fait en sorte qu'on n'importe pas le ciment. S'il y a une usine de farine, c'est la même chose à partir du moment où un entrepreneur guinéen peut fournir des câbles, les 4 000 km de câbles, vous les prendrez en Guinée. Et donc, on a refait maintenant, c'est Ashok qui fournit les câbles pour les 4 000 km. Mais on ne va pas sur les 4 000 km, c'est ce que Huawei fait. Ensuite, le gouvernement lui-même maintenant va faire l'interconnexion entre ces lignes générales et les différents villages. J'ai dit que je veux que le jeune paysan
qui est au fin à Yomu, ou bien à Mandiana, ou bien à Koundara, ou bien, je ne sais pas, à Télimilé, ait les mêmes avantages que son frère qui est en Guinée. Ce qui veut dire qu'il faut que le développement des nouvelles technologies lui permette d'avoir accès à la télévision, à l'Internet, etc. et tout. Mais vous êtes toujours trop pressé. C'est-à-dire ce que vous n'avez pas obtenu pendant 40 ans, et très souvent même vous vous couchez en n'arrivant pas, vous voulez qu'en 5 ans on fasse tout ça. On a commencé la fibre optique, attendez au moins que la fibre optique soit installée pour dire d'améliorer. Mais si on n'a pas fini d'installer la fibre optique, comment on va améliorer? Donc, ayez un peu les pieds sur terre. Moi, je veux bien qu'on pose des questions, mais un peu les pieds sur terre. Le Rwanda fait 26 000 km, c'est-à-dire le 10e du total guinéen. Et ils ont déjà 4 000 km de fibre optique qui est installée. Parce que lui, depuis qu'il arrive, il a commencé. Si vous avez fait ça avant moi, si on avait, si on avait eu le câble sous-marin et qu'on avait commencé, on serait peut-être aujourd'hui à 8 000. Hein? Mais c'est moi qui ai commencé. Alors, je veux bien que vous soyez pressé, mais moi, je ne suis pas un magicien. S'il n'y a pas de fibre optique, on ne peut pas transformer. C'est pourquoi on est en train de faire la fibre optique, mais ça prend du temps. Je ne sais pas si vous connaissez, parce que la fibre, il faut la poser. Ce n'est pas en un jour qu'on pose. D'abord, non seulement en Creuse, mais quand on va arriver au Fouta avec les montagnes, etc., bon, on est en train de voir la technologie, justement, pour pouvoir aller très vite. Et pour éviter, justement, le retard. Parce que jusqu'à la Basse-Côte, c'est facile de creuser, en haut de Guinée en forêt, mais au Fouta, mais on est en train de voir justement quelle technologie utiliser pour qu'on aille très vite au niveau de la forêt. Informez-vous un peu. Vous avez OAV qui est là, vous avez le ministère des télécommunications. Informez-vous un peu, il va vous donner des tas exacts. Mais vous n'aimez pas vous informer, vous ne faites pas d'enquête. Mais un journaliste doit être un journaliste d'investigation qui cherche d'abord à connaître avant de poser des questions. Mais vous voulez toujours que ce soit le président qui vous répond, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas aller voir le ministre des télécommunications et demander où on en est. Hein? Mais faites votre travail, demandez au ministre de la Communication où on en est, demandez au ministre de l'Énergie où on en est. Il y a des ministres qui sont des départements. Posez-leur la question. Vous ne pouvez pas attendre la conférence de presse du président pour poser la question. Si ça vous préoccupe, vous lui dites poser la question depuis. Même au Parlement, dire aux députés, question orale, aux ministres, etc. Faites votre travail. Bon, merci. Alors, maintenant, les ministres vont faire des conférences de presse tous les 2 mois. Merci. Tout le monde est prié de rester sur place. Le président va se retirer. Voilà,